Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de La Voix est libre. Nous vous proposons aujourd'hui une émission spéciale consacrée aux 6 premiers mois de notre région Bourgogne-Franche-Comté. Avec vous, Éric Sicot, vous nous présentez nos invités et eux. Oui, effectivement, EES, même. Autour de la table, effectivement, nous avons réuni 3 invités, à commencer par Marie-Guy Dufay. C'est vous qui présidez cette région Bourgogne-Franche-Comté depuis le 4 janvier dernier. Face à vous, 2 opposantes. Catherine Vendriès, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de Les Républicains. Vous représentez ici le groupe de droite et du centre qui compte 25 élus au conseil régional. Sophie Montel, bonjour. Bonjour. Vous présidez le groupe Front National, un groupe qui compte 24 conseillers régionaux. Alors Marie-Guy Dufay, la première question est pour vous, forcément. En janvier dernier, vous manquez votre élection dès le premier tour de la présidence, puisque vos 2 conseillers régionaux du Parti radical de gauche attendent le 2e tour pour voter pour vous, puis vous votez des hausses qui font mal, indemnité des élus et carte grise, polémique, puis vous proposez que le siège du conseil régional soit situé à Besançon et non pas à Dijon, polémique. Et puis cette semaine, les FRAC, les fonds régionaux d'art contemporain, font la une de l'actualité, puisque François Patria, l'ancien président socialiste de la région Bourgogne, vous accuse de vouloir saborder le FRAC de Bourgogne. Dites-nous, franchement, entre nous, ces 6 premiers mois, vous les aviez pas rêvés comme ça? Je ne sais pas si j'avais de toute façon rêvé à ces 6 premiers mois. Ce dont je rêve, moi, c'est de réussir à faire ce que je me suis engagée de faire. 3 priorités, l'emploi, améliorer absolument l'emploi. Non mais dites-moi, ces 6 premiers mois ont été bien... La transition écologique et la participation citoyenne. Les 6 premiers mois ont été difficiles. Ça fait partie des choses. Je vous dirais pas que c'est facile ou que c'est difficile. Pour moi... ça fait partie du... C'est le job. Bah oui. Mais vous vous attendiez à ce que ce soit aussi compliqué quand même? Mais ce qui est compliqué pour moi, c'est de réussir à mettre en place les 3 priorités que je me suis fixées. C'est ça. Pendant toutes les polémiques que vous venez de citer, pendant ce temps-là, j'ai une équipe qui travaille et nous nous attelons au travail. Donc pour moi, c'est ça le plus important. C'est la solidité de mon équipe et c'est la façon dont nous avançons sur nos engagements. Sur le reste, j'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup de polémiques. Et la polémique, pour moi, c'est plutôt l'écume des choses. On va y revenir. Catherine Vendriès, comment vous jugez, vous, ce début de mandat? On a vu des signes d'ouverture, notamment avec Alain Joyandet qui préside la Commission des Finances. Est-ce que ça vous convient, cette façon de fonctionner de la présidente et de son équipe? Sur l'ouverture et la présidence de cette commission, c'est quelque chose qui est devenu, on va dire, presque rituel maintenant dans le fonctionnement démocratique, donc très bien. Par contre, les silences de Madame Dufay à l'instant sur les 6 premiers mois, je pense que c'est la réponse qu'elle peut donner. Effectivement, ces 6 premiers mois ont été difficiles. Il y a eu le couac de l'élection. Je rappelle également, il faut aussi que nos concitoyens le sachent, votre élection, elle s'est faite sur 20% des inscrits, réellement. Voilà, donc on est aujourd'hui dans un mode de fonctionnement politique. Mais ça aurait été la même chose si François Sauvadet avait été élu. Oui, mais si vous voulez, ce qui me gêne plus, c'est que la particularité de Madame Dufay, c'est qu'elle est présidente sortante de la région Franche-Comté. Le président Patria, avec Madame Dufay, nous explique depuis 2014 que la fusion est quelque chose d'important et que vous étiez parmi les régions en avance. Absolument. Ce que je regrette bien dans le constat de la réalité, parce qu'aujourd'hui, vous nous avez présenté un budget 2016 de transition où il n'y a pas d'action réellement tournée sur la priorité qui est l'emploi. D'autres régions avancent. Et je me suis permis juste quelque chose hier soir avant de venir. Je suis allé consulter le site, alors ne voyez pas de polémique politique, le site de la région Île-de-France. Pourquoi? Parce que vous le savez, on a 2 particularités en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes parmi les plus petites régions en termes de PIB et de population, et nous sommes un peu écartelés entre l'Île-de-France et la région Rhône-Alpes-Auvergne. Lorsque vous allez consulter le site internet, qui est la première vitrine aujourd'hui qu'on donne d'une activité, d'une collectivité de la région Île-de-France, qu'est-ce qui est mis en avant? Les projets de développement économique sur les start-up, les projets d'aide et d'adossement aux entreprises sur des nouveaux fonds développés, des présentations extrêmement claires, extrêmement synthétiques. Et il y a également l'agenda de Valérie Pécresse sur ses activités en tant que présidente et sa volonté de développement économique de sa région. Alors, qui peut le plus, peut le moins? Évidemment, c'est la région Île-de-France. Donc, je suis allée chercher votre agenda sur le site de la région Bourgogne. Compliqué d'accès, madame. Franche-Comté. Bourgogne-Franche-Comté, mais je vais vous en parler. Compliqué d'accès, on ne le trouve pas. Et je ne vais pas vous le sortir parce que je suis quelqu'un de bien élevé, la page est blanche. On n'a aucune visibilité sur ce que vous faites, même sur le site internet. Et lorsque vous regardez la page de garde
parce que ça va être peut-être l'objet du débat d'aujourd'hui, la page de garde du site Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez raison, madame, 80% des actions qui sont relatées sont issues des actions du territoire de Franche-Comté. Donc j'ai l'impression que la fusion... On va donner la parole quand J'ai même à l'impression que la fusion, elle n'est pas encore réellement faite. Ah, on va en parler, ce sera Voilà, le thème du Sophie débat. Montel, et puis Que après... mon agenda soit blanc, cela m'étonne quand même parce que je suis étonnée de la façon dont on me rend compte de tous mes déplacements et je vois qu'ils sont archi connus. Donc je pense que mon Sur le agenda, site de votre, mon agenda site n'est internet. Hein. non, mon agenda n'est pas blanc. Et de travailler avec votre service communication, madame. Alors, Madame Montel, comment jugez-vous ces 6 premiers mois? On a vu que la présidente vous avez pas exclu, notamment à des conseils d'administration des lycées, comme ça a été le cas par le passé. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait du déroulement de ces 6 premiers mois? Concernant l'entrée des élus du Front National dans les conseils d'administration des lycées ou des organismes extérieurs, je dois dire qu'au vu des résultats que nous avons obtenus au moment des régionales, notamment le Front National était quand même, la liste que je conduisais est quand même arrivée en tête au soir du premier tour. Et il faut dire que nous sommes une région où le Front National a failli l'emporter. Ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Donc je note que la présidente socialiste a respecté le choix des urnes et qu'il n'y a pas eu de position sectaire, notamment en excluant les élus du Front National des conseils d'administration. C'est une décision que j'ai saluée, mais pour moi, c'est l'application de la démocratie et le respect du résultat des urnes. Il faut aussi noter qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de couacs, de dysfonctionnements. Alors, faut faire la distinction, à mon sens, entre les dysfonctionnements de fonctionnement pur, c'est-à-dire l'organisation administrative, parce que les socialistes, comme l'UMP d'ailleurs, qui n'ont pas été de grands opposants à cette fusion des régions voulues par les socialistes, on nous a quand même les socialistes nous ont vendu la fusion comme source d'économie. On s'aperçoit dans la réalité que ce ne sera absolument pas le cas. Il y a effectivement la mise en route de la fusion au niveau administratif, donc ça on peut pardonner parce que je me suis quand même mis quelques instants à ce niveau-là dans la place de la présidente. Si j'avais été élue, effectivement, au niveau administratif, on peut concevoir qu'il y ait un certain nombre de choses qui doivent se mettre en route et tout ça. Donc ça peut s'excuser à condition bien évidemment que ça ne dure pas sur la durée du mandat. Mais maintenant, effectivement, il y a des problèmes qui sont des problèmes politiques. Il y a eu des choix politiques qui, à mon sens, n'ont pas été les bons, notamment l'augmentation des indemnités. Notamment, on parle de l'augmentation des indemnités des élus, mais il y a aussi l'augmentation des indemnités des membres du CESE. Il y a eu aussi l'augmentation de la taxe sur les certificats. Moi, en tant que franc-comtoise... C'est la carte grise. Oui, le certificat d'immatriculation. On va détailler tout ça. Oui, en tant qu'on fait quand même peser sur les francs-comtois, on va leur demander de contribuer à hauteur de 17 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas rien. En réalité, parce qu'on va le voir au mois de juin, on va avoir la présentation des comptes administratifs des 2 régions séparées pour s'apercevoir qu'en réalité, les francs-comtois vont quand même mettre la main à la poche pour payer les dettes des Bourguignons, parce que la gestion Patria a quand même été une gestion très dispendieuse. Alors j'entends aujourd'hui effectivement vous parlez des FRAC. Monsieur Patria n'est pas satisfait de la gestion des FRAC. Voulu par Madame Dufay. Je crois qu'en réalité, le fond, c'est que M. Patria n'a tout simplement pas digéré de ne pas avoir été investi à la tête, et ça fait partie de la soupe interne des élus socialistes. Il y a effectivement aussi, au niveau politique, des couacs, dans le sens où Madame Dufay n'a pas été élue dès le premier tour. Elle a une majorité très faible. Ça va aussi se constater au moment du vote, la désignation. Vous avez fait le sommaire de l'émission. Voilà. Merci pour ces multiples... Vous parlez beaucoup de ma majorité qui est très faible. Ça, je ne peux pas le contester, que ma majorité soit faible. Mais ce qui est important, c'est qu'elle soit soudée, c'est qu'elle soit unie, c'est qu'elle ait envie, Moi, je suis extrêmement fière, et ça a été une découverte pour moi, de réaliser que pendant les élections, l'équipe qui est autour de moi s'était soudée, avait vraiment fait connaissance et avait envie. Il y a une envie, je crois, qui vient du fait que cette équipe est profondément renouvelée. Beaucoup de jeunes qui ne ménagent pas leur peine. Et moi, je suis extrêmement fière de cette majorité. Alors, elle est courte, mais elle est solide. Alors, justement, l'un de vos fidèles a annoncé qu'il démissionnait cette semaine. Il avait moins envie. Pardon ? Il avait moins envie. Il a a priori moins envie, ou alors il avait plus envie de l'agglomération du Pays de Montbéliard. C'est Denis Sommer, qui était donc une pièce maîtresse dans votre dispositif. Il était vice-président chargé de l'économie. Il occupait déjà cette fonction-là lors de votre précédent mandat, quand vous étiez présidente du Conseil régional de Franche-Comté. C'est quand même un petit peu un désaveu pour vous qu'il s'en aille. Non, je ne le prends pas du tout comme ça. Et les relations que nous avons sont des relations qui ne se situent pas du tout à ce niveau-là. Denis Sommer, depuis
de longs mois hésite. Il sait ce que vous avez imposé, il faut expliquer aux téléspectateurs, le non-cumul, voilà, le non-cumul. Il sait que pour se mettre en conformité avec la charte éthique que j'ai imposée à mes élus et qui fait qu'il ne peut pas y avoir cumul de mandats d'exécutif, il ne peut pas être à la fois VP dans une agglomération et VP à la région, vice-président, pardon. Donc il sait qu'il a à faire un choix. Et ce choix a été compliqué pour des raisons internes, essentiellement au pays de Montbéliard. Et puis, petit à petit, il y a aussi des choses nouvelles qui arrivent sur le pays de Montbéliard. Oui, il espère au mois de janvier communauté d'agglomération devenir président. Qui va bouger. Donc, oui, voilà. Mais vous le regrettez quand même qu'il s'en aille ou pas? Je regrette qu'il ne soit plus vice-président chargé de l'économie, mais il reste dans mon équipe. Et je vais en profiter pour demander à Jean-Claude Lagrange, qui était son homologue en Bourgogne dans le mandat précédent et qui donc connaît extrêmement le sujet, qui vient d'une terre industrielle, lui aussi, puisqu'il vient du Creusot, effectivement prendre sa place avec une équipe de conseillers délégués renforcée autour de lui. Si je ne m'abuse, Jean-Claude Lagrange est aussi vice-président de la communauté urbaine du Creusot-Monceau. S'il le fait, c'est qu'il va démissionner de sa vice-présidence du Creusot-Monceau, bien évidemment. Quand même, cette charte que j'ai imposée de non-cumul, c'est un exemple unique en France. Alors, je veux bien entendre toutes les polémiques, ce serait bien aussi qu'on puisse se dire de temps en temps, tiens, en termes d'exercice vertueux, il y a à regarder, il y a une expérience, elle peut être complétée. Je ne dis pas que c'est parfait, mais nous avons commencé à établir des règles, et notamment de non-cumul d'exécutif pour une raison de disponibilité à part entière au service des fonctions que nous avons à mener à la région. Mesdames, vous souhaitiez réagir. Madame Vendriès. On est tellement dans une urgence, dans la compétence régalienne dont vous avez parlé, Madame, tout à l'heure, qui est le développement économique et l'emploi, que sur ces compétences-là et sur ces délégations, qui sont juste des délégations fondamentales, on ne peut pas être dans un amateurisme de choix. La fusion, on en a parlé. Laissez-moi juste terminer. La fusion est compliquée. Et même si vous l'aviez entamée il y a plus d'1 an et demi, on se rend compte qu'aujourd'hui, finalement, ces travaux d'1 an et demi ne donnent pas les résultats souhaités. Donc ça, c'est vraiment un souci et que nous avons, et dont on a parlé régulièrement en session. Mais sur les désignations de vos vice-présidents, sur ces fonctions régaliennes de la région, vous auriez quand même pu anticiper la carte politique, Dieu sait que vous connaissez parfaitement bien, pour pas avoir, si vous voulez, ces ajustements au démarrage. Mais les 6 mois qu'on a perdus aujourd'hui, c'est les 6 mois qui vont suivre encore demain. On est en plus en période de vacances qui vont arriver. Oui, le temps passe. Mais nous n'avons pas le perdu développement 6 économique mois. se fait dans nous notre n'avons région. rien perdu, excusez-moi. Vous avez un exécutif qui n'est pas en place, finalement. Excusez-moi, nous n'avons et rien c'est du temps perdu. qui va être perdu. Vous avez vous-même participé à l'Assemblée budgétaire. Vous avez vu combien, sur le plan économique, nous avons mis un budget positif et conséquent pour démarrer dès maintenant la convergence des politiques. Il y a une mesure que les entreprises attendent aujourd'hui, parce qu'en période de chômage que nous connaissons, il y a aussi un problème de recrutement de la part des entreprises. On a ce double problème d'un chômage intolérable et d'énormes difficultés de recrutement des entreprises. Oui. Aujourd'hui, les entreprises, elles attendent qu'on les aide effectivement par rapport à ces problèmes d'orientation et de recrutement. Nous avons décidé d'étendre à toute la Bourgogne un système qui fonctionnait bien en Franche-Comté et qui permet de former des demandeurs d'emploi sur des postes de travail à partir du moment où il y a une promesse d'embauche. Et ça, c'est une aide que les entreprises, effectivement, attendent à bras ouverts. Nous prenons les moyens dès maintenant de les... Mais bien sûr que si, nous l'avons votée. Elle est en place aujourd'hui. Elle est en place dans d'autres régions, elle ne fonctionne pas. Elle est en place. Vous ne pouvez pas dire ça. Je ne peux pas vous permettre de dire ça. Elle est en place. Le Fonds régional d'appui à la professionnalisation est en place depuis le vote du budget fin avril. Ce n'est pas en place. Une seconde. Madame Montel, vous vouliez réagir? Ça ne durera pas une seconde. Non, j'ai demandé une seconde à Marie-Guide Dufay. Voilà. Je voulais réagir, on était avant de partir sur les problèmes économiques, que j'espère que nous aborderons évidemment, sur le cumul. Alors, j'entends Madame Dufay parler de sa charte éthique, pas de cumul entre des exécutifs et tout ça. Vous prenez l'exemple de M. Sommer, je crois savoir qu'il est toujours maire de Grand Charmont. Donc il est déjà à la tête d'un exécutif. Il va certes laisser sa vice-présidence au conseil régional, mais il reste conseiller régional. Il sera aussi vice-président à la communauté d'agglo, et vous l'avez rappelé, il vise en fait la tête de cette communauté d'agglomération du pays de Montbéliard. Oui, mais ça fait rien, il est toujours à la tête de 3... Enfin, il cumule toujours 3 mandats. Parce que vous savez comme moi que dans le calcul des cumuls, dans l'histoire du cumul des mandats, l'intercommunalité, comme par hasard, ne rentre pas. On a aussi un autre spécialiste au conseil régional
parce que je ne souhaite pas, m'acharner non plus uniquement sur les socialistes. On a aussi un exemple type chez les Républicains. On a un François Sauvadet qui avait promis de démissionner au mois de septembre 2015 de son mandat de député. Attendez cette question. Voilà, il va pouvoir me répondre. Il y a un internaute qui nous l'a posé aussi. Il est actuellement conseiller régional, président du conseil départemental de Côte-d'Or, et nous sommes en juin, et il n'a toujours pas démissionné de son mandat de député, et il est donc encore député à l'Assemblée nationale, où il n'est d'ailleurs pas très présent, puisque chacun pourra constater, regarder sur le site Nos députés, l'assiduité de M. Sauvadet n'est pas terrible depuis plus d'une année déjà. Il a menti, monsieur Sauvadet. Non, il n'a pas menti. Bah si, il a menti. Bah non, il n'a pas menti. Si. Tout le monde sait autour de cette table les raisons pour lesquelles il est toujours député. Il y a une procédure qui a été entamée de recours contre les élections. Sur les c'est élections. pas une excuse. Déposé par un de vos colistiers d'ailleurs. Non, mais c'est pas la question. Il y a une procédure administrative actuellement qui suspend. Non, mais Madame Montel, laissez-moi répondre. Non, moi, je vous écoute. Je vous écoute. Non, mais vous êtes hypocrite. Vous savez très bien pourquoi M. Klein a déposé le recours. Ça permet à M. Sauvadet de Je durer. vous écoute et je ne reviens mandat de pas député. sur ce que vous avez fait en Assemblée qu'il a fallu suspendre avec vos modes de communication qui, eux, ne sont pas démocratiques. Ah, tout à fait. Donc, non, parce que c'est pas la manière, si vous voulez. Vous avez eu peur de petites Oh, pancartes. j'ai pas eu peur de petites pancartes. Je pense que, très honnêtement, ça nous a plutôt fait rire qu'autre chose. Non, Mais vous allez, S'il vous plaît. mais vous êtes vraiment acharné sur le cas Sauvadet. Donc, il y a un recours qui a été fait, concernant les élections régionales. Ce recours suspend les procédures, vous le savez parfaitement. Ben oui, c'est pour ça que vous Et l'avez si fait. aujourd'hui, François Sauvadet démissionnait de son mandat, il n'y aurait plus de députés sur cette circonscription jusqu'aux prochaines élections législatives. Mais c'est pour ça que vous avez déposé un recours. Donc maintenant, la situation, elle est comme elle est. La position qu'il a eue, il l'a eue. Et aujourd'hui, on est dans un cadre administratif qui donne, qui finalement lui permet de conserver son mandat de député. En tout cas, qu'il y ait une représentation parlementaire sur cette circonscription. Pour être clair, on ne peut pas répondre à la question. C'est Fabien qui nous posait cette question de à quand la démission promise par M. Sauvadet. Bah, en tout cas, moi, il ne démissionnera pas de son mandat de député. Ici, je suis pas en mesure de vous répondre. Je peux vous donner, en tout cas, une explication administrative de cette décision. C'est pas une précise c'est pas administratif, c'est politique. Je précise qu'on l'avait bien invité, puisque c'était aussi une partie de la question de Fabien. On avait invité M. Sauvadet, mais pour des raisons d'agenda, il n'a pas pu se rendre disponible. Et on en remercie Catherine Andriès d'être présente ce matin. On parle d'un autre sujet de la semaine. Catherine, le coup de gueule, vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Moi, je dis le coup de j'ai 3 petits points de suspension. Voilà. De l'ancien président de la région Bourgogne, donc François Patria, qui dénonce la disproportion des moyens alloués par le nouveau conseil régional au FRAC de Franche-Comté par rapport au FRAC de Bourgogne. Alors 85% des fonds pour le premier contre 15% pour le second. Du coup, le président du FRAC Bourgogne, Claude Patria, qui est le frère de François, c'est compliqué, a démissionné. Non, c'est assez simple. Avant d'en parler, je vous propose de regarder le reportage de Sylvain Bouillot et Jean-Louis Saintin. Peut-être la fin de l'entente cordiale entre Marie-Guide Dufay et François Patria. Dans un communiqué, l'ancien président du conseil régional de Bourgogne sort de sa réserve et critique la politique de subvention de la présidente de la grande région en matière culturelle. Il pointe le déséquilibre entre les 1 700 000 € alloués au FRAC de Franche-Comté et les 350 000 € versés à celui de Bourgogne. Un montant jugé insuffisant pour le responsable du FRAC basé à Dijon au regard des investissements engagés pour la création d'une réserve. Claude Patria, le frère de l'ancien président de région, a donc préféré démissionner, même s'il est conscient que les deux FRAC n'ont pas la même taille. Moi, je n'étais pas du tout partisan d'enlever des moyens, de répartir 50-50 entre les deux. Mais qu'il y ait, à cette occasion, dans les limites budgétaires qui sont celles de la région et que je comprends tout à fait, qu'il y ait donné au FRAC Bourgogne de quoi réaliser son projet. Ce qui, visiblement, n'était pas la volonté des nouveaux élus. Pour la présidence de la grande région, il n'est pas question de guéguerre entre la Franche-Comté et la Bourgogne. C'est d'ailleurs une élue bourguignonne qui vient s'en expliquer. Selon la vice-présidente en charge de la culture, ce refus d'augmenter les subventions est justifié par une alerte du commissaire aux comptes et à des problèmes de fonctionnement au sein du FRAC de Bourgogne. On demande à tous la même chose, de travailler en cohérence, intelligemment. On ne demande pas des fusions partout, on ne demande pas que l'un mange l'autre, c'est pas du tout ça le sujet. C'est de faire en sorte de connaître son voisin, c'est le minimum, de savoir ce qui est fait pour travailler en cohérence et en bonne intelligence. Donc c'est ce qui a été demandé aux deux FRAC. Et ce qui n'a pas été possible jusque-là et ce qui va l'être maintenant, on l'espère. Dossier politique ou querelle de personnes, l'avenir du FRAC de Bourgogne pourrait donc s'éclaircir avec un nouveau président.
Catherine Landriès, je m'adresse à vous puisque vous êtes dijonnaise et bourguignonne. Vous comprenez la colère des deux patrias? Je comprends la colère et je comprends surtout que la fusion socialiste, c'était une promesse d'économie. 20 milliards d'économies. C'est ça, hein, le cahier des charges de notre mandat 20 actuel. milliards pour la France. Pour la France, évidemment. Pas Oui, sur non. notre budget d'1,3 milliard. Un milliard, non, mais il faut préciser pour les gens, parce qu'on balance des Tout chiffres à fait. comme ça. Mais 20 milliards, voilà. c'est quand même un chiffre difficile à appréhender. Parce Même que le tout ça. budget de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est 1,3 milliard. La réforme des fusions des régions, politiquement, dans un des arguments qui était donné par le Parti socialiste, était entre autres de permettre de générer des économies de l'ordre de 20 milliards d'euros au niveau national. Madame Dufay, pendant votre campagne, vous avez répété à plusieurs reprises 1 + 1 = 3. On est d'accord? Ah oui. Et aujourd'hui, on se rend compte que 1 + 1, effectivement, Mais égale là, 3. là, on ne parle pas du frac, là. Non, mais je vais revenir au frac. Que 1 + 1 = 3 et toutes les limites de la fusion. Parce que la logique, les DRAC ont fusionné. La logique, ça serait que le frac fusionne. On est dans une logique aussi d'économie. Alors, autant le développement culturel et touristique, c'est réellement un argument de développement économique. Donc là-dessus, je pense qu'on doit se retrouver autour de cette table. C'est-à-dire que vous ne voulez pas que le budget culture, donc le budget frac, soit diminué. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je veux dire que quand on est dans une perspective réellement de fusion, on doit générer des économies. Et moi, je ne trouve pas normal qu'aujourd'hui, dans ce fonctionnement des deux fracs, il y a une dotation qui soit plus importante de manière significative pour l'un, et qui n'est pas réellement une volonté de fusion. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver un schéma comme on va le faire dans toutes les autres... C'est pas du tout le sujet pour l'instant. Hein. Mais d'accord, mais c'est On va- comme le on va- sujet que on vous va ne vous voulez pas faire aborder. réagir, Madame Dufay, mais Mais d'abord, on va Madame- entendre aussi la position de Sophie Montel pour le Front National. Vous, l'art contemporain en général au Front National, c'est un sujet sur lequel Oui, mais là, il vous s'agit- êtes assez ouais. abrupte. Moi, je me souviens très bien de la visite de Madame Lebranchu en mai 2014, qui était venue expliquer, à l'époque on ne parlait pas de fusion, mais qui était venue expliquer les bienfaits d'une coopération intensive entre les régions. Et j'avais été très surprise parce que je lui avais posé la question des économies. Elle m'avait déjà dit à l'époque qu'il n'était pas question de faire des économies. Là n'était pas la question. Elle avait présenté un projet concernant la Bourgogne-Franche-Comté. J'avais d'ailleurs été assez surprise. Elle avait dit, vous avez par exemple un frac à Besançon, vous avez un frac à Dijon. Ce serait pas mal d'en avoir un troisième. Donc le problème du frac, des fracs en général, c'est tout simplement les frais de fonctionnement. Parce que vous savez comme moi qu'il y a très peu de visiteurs en dehors des cars 150 000 scolaires. visiteurs Oui, en mais Bourgogne, en dehors selon des Monsieur cars Patria. scolaires, oui, en dehors des cars scolaires qu'on envoie 3-4 fois dans l'année visiter les fracs, il y a quand même un problème de fond sur les œuvres en général qui sont exposées. Il faudrait quand même réfléchir à ça si on va attirer du monde. Moi, je le dis et je le répète, nous sommes pour un art populaire et pour effectivement, quand on a des structures comme ça, il faut essayer de faire en sorte que les gens soient attirés et aillent découvrir les œuvres, en particulier là, nos artistes pour locaux. les deux fracs, mais sur vous les deux proposez fracs, quoi? Sur les deux fracs, d'ailleurs, je crois qu'ils ne sont pas d'ailleurs que ce soit celui de Bourgogne ou Franche-Comté, ils ne sont pas sous le même statut juridique. Donc les faire fusionner, c'est assez particulier. Moi, ça m'amuse en réalité parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème de fond, un problème presque éthique, j'allais dire, un problème en tout cas peut-être de conflit d'intérêts, quelque chose dans ce goût-là. Aujourd'hui, vous avez, quand vous l'avez dit, vous avez le frère de Monsieur Patria, ancien président du Conseil régional de Bourgogne, qui est à la tête du FRAC. Le FRAC, il est financé, il est cofinancé il était entre parce qu'il a l'État et la démissionné. région. Oui, il vient de démissionner seulement maintenant. Vous avez, dans votre reportage, expliqué que le FRAC de Bourgogne était quand même sous les feux de la Cour des comptes, ce qui tend à démontrer qu'il y a quand même eu des dépenses. Le FRAC, visiblement, de Bourgogne n'a pas été malheureux sous l'ère Patria. Alors qu'aujourd'hui, il y a un réajustement. Je ne vais pas pleurer sur le FRAC de Bourgogne parce qu'aujourd'hui, on leur donne un tour de vis. Vous qui parlez toujours du nécessaire équilibre entre les deux régions. Non, mais sur des sujets comme ça, moi, si vous voulez, quand il y a une structure qui a été, comment dire, peut-être suralimentée financièrement, ou en tout cas qui n'a pas été maltraitée durant la mandature de M. Patria, je ne vais pas pleurer aujourd'hui parce qu'il y a un tour de vis. Au contraire, je ne peux que m'en féliciter si on tend à faire des économies. Madame Dufay, donc là, les Patrias, François et Claude, c'est quand même un caillou dans votre chaussure. Écoutez, sur les fracs, il y a deux équipes en Franche-Comté et en Bourgogne qui sont formidables les deux pour organiser une programmation, des programmations qui permettent d'attirer de plus en plus de monde sur cet art qui est pas facile d'approche. Il y a une vraie volonté d'aller vers le public et je pense qu'on peut faire ensemble de belles et bonnes choses. Mais avant de faire cela ensemble, que ça soit sous forme de fusion ou d'une autre façon,
il y aura des moyens qui seront mutualisés, c'est évident. Il y aura des programmations communes, il y aura des expositions communes. Et il va y avoir une synergie entre ces deux établissements. Mais 1,7 million et 340 000 euros. Avant cela, il faut assainir les situations. Et nous avons en Bourgogne une situation où il y avait un problème et de gestion et de gouvernance. Je ne l'invente pas, ce sont les faits. Donc il faut assainir cette situation-là, et à partir du moment où elle sera assainie, nous allons travailler. C'est déjà en cours. Je dis, il y a 2 équipes formidables à la tête. Je parle des équipes scientifiques et des équipes artistiques qui sont à la tête de ces 2 FRAC, qui sont en train de trouver les moyens de travailler ensemble, mais il fallait que la situation soit assainie. Et en Bourgogne, c'est pas une question que la Franche-Comté est plus dotée que la Bourgogne, c'est que le FRAC de Bourgogne, qui est installé dans des locaux beaucoup moins conséquents que ceux de la Franche-Comté, où il y a eu ce grand geste et cette grande volonté du président Forny de poser un bâtiment extrêmement important, il y a en Bourgogne une situation à assainir qui sera, à mon avis, qui sera rapidement fait. Vous pouvez vous engager sur des délais? On a quand même un peu de perspective sur ce type de dossier qui représente des fonds quand même non significatifs. Pour vous, dans quelle échéance? La situation sera assainie d'ici la fin de l'année. Ok, très bien. Alors revenons à ce début de mandat un petit peu compliqué, avec notamment la fameuse augmentation de 20% des indemnités des élus. Vous en êtes beaucoup expliqué. Est-ce que quand même vous n'avez pas pris mesure du choc que ça a pu provoquer? Il y a eu notamment une pétition signée par plus de 20 000 personnes, me semble-t-il, si je me souviens bien du chiffre. Est-ce que vous aviez pris la mesure de cette Honnêtement, je ne pensais difficulté? pas qu'effectivement cela prendrait une importance pareille. Mais moi, vous savez, quand il y a de la contestation... Vous êtes alors en décalage avec la population si vous ne mesuriez pas ça avant de prendre... Une importance telle. Par contre, j'avais mesuré qu'il y aurait une opposition. Et je l'assumais complètement, parce qu'il me semblait que c'était le moyen d'avoir un vrai débat sur qu'est-ce qu'on attend d'un élu. Et moi, je pense que les élus, effectivement, surtout à la région, où en plus les sujets sont extrêmement complexes, nécessitent énormément de disponibilité, il faut organiser les choses pour que les élus puissent arrêter momentanément leur travail, leurs activités professionnelles, et il faut qu'ils aient des indemnités conséquentes qui permettent de compenser effectivement. Et passer de 1 900 à 2 280 euros, soit une augmentation de presque 400 euros pour un conseiller régional de base en brut. Oui, et pendant ce temps-là, il arrête son activité professionnelle, il se met en disponibilité. Il y en a qui ont soit diminué... Pas forcément. Pas forcément. La plupart de mes vice-présidents... Vos vice-présidents. Mais je parle des vice-présidents. Un vice-président touche 3 193 euros brut. Je rappelle que dans ma majorité, j'ai donné des responsabilités à quasiment l'ensemble de ma majorité, soit en vice-présidence, soit en conseiller délégué, ce qui leur demande énormément de temps. Et je plaide pour qu'ils aient les moyens de faire cela. Et je rappelle quand même qu'à l'échelle de toute la France, cette indemnité, une fois révisée, une fois augmentée, est la plus faible de toutes les régions de France. On va faire réagir votre opposition. Oui, Madame Vendriès, quand même, vous avez voté contre le groupe de droite, mais est-ce que c'était pas quand même démagogique, puisque avant, les conseillers régionaux touchaient, on le savait, une prime parce qu'ils participaient tous à la commission permanente. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de démagogie dans le fait d'avoir voté contre cette augmentation qui est relativement faible finalement? Et qui était prévue par la loi. Oui. Lorsqu'on s'est réunis dans notre groupe pour décider de notre position, notre décision, elle a dû se prendre entre 20 et 30 secondes. Parce que quand on sort d'une campagne électorale, comme celle que nous avons vécue, puis je vous remets aussi en perspective les attentats, on est vraiment dans une période particulièrement difficile. Quand vous nous expliquez, madame, que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est l'emploi, et qu'on ne perçoit pas le décalage que vous avez évoqué il y a quelques secondes sur la difficulté des Français et l'incohérence de proposer une augmentation de 20% au regard des difficultés économiques, voilà, la réponse, elle est là. D'autant qu'on vient d'en parler là, depuis un quart d'heure, quasiment tous vos élus sont en cumul de mandats. La vraie question de fond, moi, que j'aimerais qu'on pose un jour en France, c'est le problème de la 6e République. Ils ne sont pas en cumul de mandats, attendez, je leur ai demandé tous vos de vice-présidents ne pas le sont ou ont des mandats qui ne rentrent pas dans le cumul des mandats. Donc, ils n'ont pas une rémunération seulement liée à leur fonction de conseiller régional. Et la vraie, laissez-moi terminer. Ils arrêtent leurs activités professionnelles. La vraie question, il faut que les téléspectateurs le sachent. Le seul groupe politique qui se soit opposé clairement en votant contre sur cette délibération, c'est nous, c'est-à-dire le groupe des Républicains du centre et de la droite. Le Front National, qui a une position qui est l'abstention. Madame, sur un sujet comme celui-ci, c'est clair. C'est oui ou non. Quand on s'abstient,
C'est dire oui indirectement. Pas du tout. Pour revenir sur ce qui est notre position, elle est extrêmement claire. La deuxième chose, vous avez raison, il y a un vrai problème sur le statut de l'élu. Parce que moi, je suis chef d'entreprise. Il n'y a pas de salariés dans les représentations des assemblées. Pas de salariés du monde privé, qui représentent 20, 30, 40, 50% dans certains territoires. C'est un vrai problème de représentativité. Donc, il y a un problème de fond sur la position des élus et leur visibilité par rapport au grand public. Il y a votre décision qui est un décalage absolu avec la réalité du terrain et la perception de l'élu. Il y a notre position unique qui était de voter contre et qui n'était pas simplement, comme vous le présentez, un gadget politique, parce que c'est une conviction de fond. Alors, Conviction pour conviction. On considère qu'aujourd'hui, c'est insupportable et mal élevé. 23 000 signataires de la pétition, madame, sur Internet. 23 000 signataires qui vous ont alerté sur le fait qu'aujourd'hui, en 2016, on ne peut pas tolérer ce qui a été fait, ce que nous avons, nous, assumé par notre position. L'initiatrice de la pétition que j'ai rencontrée m'a dit qu'elle comprenait parfaitement l'augmentation pour les vice-présidents et les conseillers délégués, que c'était pour l'ensemble des conseillers. Finalement, c'est pas normal que l'opposition touche autant à la... Or, je ne peux pas moduler. Je ne peux pas faire de différence entre un conseiller qui n'a pas de responsabilité et un conseiller qui en a. Madame Vendriès, votre parti politique, vous parlez du statut de l'élu, votre parti politique a dirigé les affaires de la France pendant de nombreuses années et n'a pas mis en place un statut. Voilà. Et puis vous avez oublié aussi de rappeler à Sophie Montel qu'elle aussi, elle cumule puisqu'elle est donc au Parlement européen. Vous vouliez dire quoi à propos de ces indemnités qui augmentent? C'est vrai que vous vous êtes abstenu, c'est encore plus hypocrite, non? Est-ce que c'est pas hypocrite de s'être abstenu? Non, on n'a pas été hypocrite du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Madame Vendriès nous explique qu'elle a fait que le groupe Les Républicains ont eu une position claire. Non, vous n'avez pas eu une position claire, madame, vous avez eu une position totalement hypocrite. Et je vais vous dire pourquoi. Dans la délibération, je l'assume parfaitement, dans la délibération qui nous a été présentée au vote, il n'y avait pas uniquement l'augmentation. Moi, je suis intervenue pour dire que je regrettais cette hausse. J'ai même proposé qu'il y ait une baisse. Mais dans la délibération qui nous était proposée, il n'y avait pas uniquement l'augmentation des indemnités. Il y avait aussi les sanctions financières pour les élus qui pratiquent l'absentéisme. Donc, en aucun cas, moi, je suis... De 30 à 50%. Je suis pour sanctionner les élus. Donc, vous avez accepté tout le paquet cadeau. Bien sûr, parce que c'est un vote global, madame. Vous savez très bien que dans le rapport, il y avait 4 points différents. Trop facile. Non, pas trop facile. Alors, en matière d'hypocrisie, les Républicains... Ne jouez pas trop avec votre micro, s'il vous plaît. En matière d'hypocrisie, les Républicains n'ont rien à envier aux socialistes parce que vous avez effectivement, vous êtes montés au créneau, vous avez joué les vierges effarouchés en disant c'est scandaleux, une hausse et tout. Sauf que, quand on regarde l'installation du conseil départemental de Côte-d'Or, présidé par M. Sauvadet. M. Sauvadet a fait exactement, en avril 2015, la même chose que Mme Dufay. Il est allé au plafond, qui est autorisé par la loi, parce qu'il y a un plafond autorisé par la loi, concernant les indemnités des conseillers départementaux. Et là, c'était marrant parce que c'était l'inverse. C'était des élus socialistes qui proposaient des amendements en disant il faut descendre les indemnités parce qu'en période d'austérité... On n'était pas dans les mêmes proportions. En période d'austérité... Pas du tout, madame, c'est exactement les mêmes proportions et vous le savez très bien. La loi est la même concernant les plafonds pour les conseillers départementaux et pour les conseillers régionaux. Mais là encore, c'est un jeu d'hypocrite. On sait très bien, et je l'ai rappelé à madame Dufay dans mon intervention, que la quasi-totalité des élus qui siègent au Conseil régional de Franche-Comté, pour un certain nombre d'entre eux, effectivement, ont des professions à côté, mais la quasi-totalité, lapsus révélateur, la quasi-totalité des élus qui siègent ont déjà des mandats à côté. Soit ils sont maires, soit ils sont vice-présidents d'une communauté d'agglomération, soit ils sont maires, vice-présidents d'une communauté d'agglomération, conseillers. Mais je suis écrétée, madame, je vais gratuitement, je travaille gratuitement au Conseil régional. D'après ce qui vient d'être dit par mon opposition de droite et d'extrême droite, qu'il y a des jeux de posture sur cette affaire-là. Moi, j'ai voulu avoir une posture de vérité. Et des fois, affronter le débat, effectivement, ça ne veut pas dire vouloir toujours être majoritaire. Vous ne pensez pas qu'en maintenant les indemnités, c'était largement suffisant? J'ai voulu absolument avoir un débat sur la dignité de la fonction d'élu. Et elle passe par une disponibilité et l'augmentation des citoyens à son travail. L'augmentation des membres du CESE. Mais vous savez bien que je ne peux pas moduler entre les uns et les autres. Il a fallu faire un paquet global. C'est peut-être ça le sujet. Il faudrait peut-être aussi les faire travailler sur Une autre décision a beaucoup fait parler, c'est l'augmentation de la carte grise. Le cheval fiscal était à 36 € en Franche-Comté.
En Bourgogne, il était à 51, je ne me trompe pas, je cite ces chiffres de tête. Résultat, Sophie Montel en parlait tout à l'heure, les Francs-Comtois voient une augmentation, parce vous avez fait un alignement par le haut, ils vont payer 17 millions supplémentaires. Est-ce que ça aussi, après l'indemnité des élus qui augmente, est-ce que c'était pas quand même quelque chose que vous auriez pu éviter, parce que ça va rester des tâches indélébiles au cours de votre mandat? Écoutez, moi, ce qui me semblera une tâche indélébile au cours de mon mandat, c'est que je ne remplisse pas mes engagements. C'est que je ne fasse pas, sur le plan de l'emploi, sur le plan de la transition énergétique, sur le plan de la culture, ce que je me suis engagée à faire. Pour cela, il y a besoin de moyens dans un temps où les budgets publics sont extrêmement contraints. Vous ne pourriez pas aligner par le bas. Donc, non, parce que j'ai besoin de sous. J'ai besoin de ces moyens si je veux mener des projets à dimension stratégique pour la région Bourgogne-Franche-Comté. J'en ai absolument besoin. On va faire réagir votre opposition rapidement sur ce point-là et puis on passera à la suite du débat. Un chiffre que vous avez cité, si je peux me permettre, vous avez dit que c'était 77 € supplémentaires, je crois, pour une voiture de 12 000 €, qu'on change à peu près tous les 5 ans. Est-ce qu'il y avait de quoi crier au loup? Oui, mais d'abord, on revient toujours sur le même problème, c'est-à-dire que nous, on considère que l'alignement, on avait proposé de le faire autrement, de le moduler, et surtout de générer des économies. Deuxièmement, vous êtes, je parle bien sûr de la Franche-Comté, dans une région où il y a un impact automobile réel. Vous savez très bien qu'il y a entre autres la marque Peugeot, et donc il y a une rotation de voitures qui est plus importante parce qu'il y a un système d'achat et de revente, etc. Donc on n'est pas non plus sur des usages de voitures, en particulier dans cette région, classique, si vous voulez. Et puis la troisième chose, M. Neugnot nous a expliqué, donc le premier vice-président à la dernière session, que royalement, il avait généré des économies de 10 000 € de frais téléphoniques en ayant fait un appel d'offres sur les frais des élus, alors qu'aujourd'hui, sur notre budget d'1,3 milliard, le budget de fonctionnement n'est pas réellement en baisse. Les économies générées sur la fameuse fusion sur laquelle vous travaillez, madame, depuis plus d'1 an et demi ne génèrent pas d'économies. Et c'est les budgets d'investissement qui vont être, comme d'habitude, les variables d'ajustement. Donc c'est là le souci. Ces budgets d'investissement que nous ne cessons d'augmenter. Comment aujourd'hui, donc ne dites pas de avec une dotation de l'État, madame Dufay, laissez-moi terminer, avec une dotation de l'État dont on sait qu'il va diminuer, ça c'est structurel, vous le savez, vous ajustez par l'augmentation de l'impôt, et on n'est pas réellement dans une démarche réelle, dynamique, de génération d'économie. Pensez-vous qu'aujourd'hui, seules les communes de gauche augmentent leur fiscalité? Toutes les en communes... particulier à Dijon, oui, ça je vous le confirme. Non, mais enfin, vous connaissez quand même beaucoup de communes de droite qui ont augmenté de façon considérable. J'en connais aussi beaucoup qui ne les ont pas augmentées. Parce que Chalon, Beaune, je vous parlais de la Bourgogne. Ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une donc, question madame, quelles économies allez-vous générer sur votre mandat? Quel projet voulons-nous prenez par rapport à ça? Quel projet voulons-nous pour notre région Bourgogne-Franche-Comté? Moi, je veux une région qui sorte par le haut, qui montre sa puissance de feu en matière technologique, en matière industrielle. Et pour cela, nous avons besoin d'accompagner de façon structurelle les chefs d'entreprise. Parce que là, ce sont des mots, tout ça. Non, mais parce que le budget que nous avons voté vous donner aux ensemble, jeunes bacheliers ne parlez pas en même temps, qui ne vont pas toucher là. Le bac va commencer dans quelques jours. Il y avait une dotation qui était faite pour les bacheliers qui avait une mention très bien. Vous l'avez divisée par 2. Quel symbole vous donnez à la jeunesse? Quel symbole vous donnez demain pour l'investissement aussi sur les jeunes, sur la formation et l'apprentissage quand vous prenez ce genre de dispositions qui sont symboliques? C'est pas une histoire de budget. Trouvez les budgets d'économie sur les dotations ou sur les mentions pour les bacheliers très bien et qui obtiennent une mention très bien, et trouver des économies ailleurs. Aujourd'hui, il y a des symboles forts. Vous avez été en décalage sur l'augmentation des élus, vous êtes en décalage sur le message que vous donnez aux jeunes. Je suis en décalage. Quand j'augmente l'aide au permis de conduire, signataires. Quand j'augmente l'aide au permis de conduire pour les jeunes qui ont moins de 26 ans et qui ont besoin effectivement de cette aide parce que ils n'ont pas de revenus, montrez que vous aidez cela est l'excellence fondamental. aussi. Eh bien, c'est fondamental pour leur recherche d'emploi. Cette aide existe en Bourgogne. Elle est étendue à la Franche-Comté depuis le mois d'avril. Ça fait partie de ces mesures de convergence. Les bacheliers, il y a une mesure au niveau national. C'est pas moi qui l'ai diminuée. C'est au niveau national une décision qui a... c'est la majorité socialiste qui a décidé au niveau national d'arrêter effectivement un certain nombre de bourses au mérite, mais pour pouvoir augmenter les bourses pour les personnes les plus en difficulté. Donc ça a été un choix politique. On va quand même faire réagir Sophie Montel par rapport à cette augmentation de la carte grise. Vous en avez pensé quoi? Nous avons évidemment voté contre parce qu'on a quand même eu le sentiment très clair depuis l'installation du nouveau conseil régional Bourgogne-Franche-Comté que les Francs-Comtois étaient un peu les nanons de la farce, quoi. C'est pas vrai pour l'aide au permis de conduire, par exemple. Oui, mais on parle de 17 millions d'euros qui vont être ponctionnés directement dans les poches des Francs-Comtois.
et pas dans les poches des Bourguignons. Et moi, la sensation... il y a un réajustement. La sensation que j'ai, et vous l'avez dit d'ailleurs très clairement, vous avez dit vous avez besoin d'argent, vous avez besoin de recettes supplémentaires pour mener à bien tous vos projets qui consistent essentiellement à faire augmenter de manière exponentielle les charges de fonctionnement par rapport aux dépenses d'investissement qui... Alors vous me parlez, je vous ai entendu, mais je trouve qu'il faut tordre le cou à ce genre d'argument parce que ça devient insupportable. Les présidents de conseils régionaux, les exécutifs en général ont tendance à expliquer non, vous savez, quand on vote les budgets, l'investissement est toujours en hausse. Sauf que Madame Dufay, vous le savez, il y a des comptes administratifs après. Il y a l'exécution des budgets. Donc quand on regarde la différence entre le compte administratif et les propositions de budget qui sont des prévisionnels dans les budgets, on s'aperçoit, et c'est la règle générale, que les exécutifs soient de gauche ou soit de droite, que les budgets d'investissement exécutés sont en baisse par rapport au prévisionnel qui est présenté au moment du budget. Moi, je voulais vous interroger. Les projets ne sont pas là et les projets ne dépendent pas de nous. Ne rentrez pas dans des considérations techniques, là. Je voulais vous interroger, Madame Dufay. Je parle des charges de fonctionnement qui augmentent de manière exponentielle depuis une dizaine d'années dans les collectivités territoriales. On va parler des charges de personnel. On va parler des charges de personnel parce que moi, je vais moins souvent au conseil régional de Dijon, mais je vais encore régulièrement au conseil régional de Besançon. Je suis une des dernières résistantes d'ailleurs, et j'entends, il y a des agents qui viennent me voir en m'expliquant que voilà, il y a des problèmes, et il y a des problèmes notamment dans je veux pas parler de dérive, mais enfin en tout cas il y a des choses inquiétantes en termes de dépenses, des frais de déplacement des agents. Il paraît que les enveloppes commencent à augmenter de manière assez significative. Donc moi j'ai une petite suggestion. Ce serait de très rapidement mettre en place votre organigramme et de stabiliser les agents, parce que pour l'instant, tout le monde est dans le flou artistique. Les uns et les autres se demandent s'ils vont devoir aller travailler à Dijon, rester à Besançon, faire des navettes entre Besançon et Dijon. Alors ça, je pense qu'on va dans l'organisation jusqu'à maintenant. Donc l'organisation s'est faite par le haut. Les grands responsables ont été choisis et puis ça doit descendre en cascade d'ici. L'organisation est en train de se faire. Voilà. Nous sommes absolument dans les temps. Elle passe par un dialogue social. Et puis après, il y a les histoires de déplacement, parce qu'on a l'impression qu'entre Dijon et Besançon, ça circule beaucoup dans les deux sens. Peut-être plus d'ailleurs en direction de Dijon que dans l'autre sens. Et puis, écoutez, alors soit on décide que tous les agents vont être à Dijon ou que tous les agents vont être à Besançon. On décide ça et à ce moment-là, il n'y a plus de déplacement. Soit on décide d'une organisation équilibrée. C'est ce qui a été décidé par l'État l'année dernière et qui est décidé aujourd'hui par la région que je préside, une organisation équilibrée entre Besançon et Dijon. Ça nécessite effectivement des déplacements. Alors, ce ne sont pas tous les agents qui se déplacent. C'est essentiellement les agents d'encadrement, effectivement. Donc, c'est pas sur l'enveloppe déplacement que vous allez pouvoir faire des économies. Expliquez-moi comment on peut rechercher un équilibre et ne pas avoir de déplacement. Hein. La seule façon d'éviter les déplacements... Il suffit de faire une répartition des services. La seule façon d'éviter les déplacements, c'est d'avoir effectivement des agents qui vont massivement aller sur un site au détriment de l'autre. Ça, je ne le veux pas et je me suis engagée depuis le début à ce qu'il n'y ait pas de mobilisation. Il y a toujours un flou il y a toujours un flou dans les services. Quand est-ce qu'il va être levé ce flou? Attendez, le flou dans les services. Vous savez, quand une entreprise, deux entreprises fusionnent, deux organisations fusionnent, il y a quand même toujours du flou et c'est normal. Écoutez, non. Ça fait 6 mois et la loi. Ça fait 6 mois et la loi nous impose. Mai 2014. La loi nous impose. La loi nous impose de délibérer au mois de juin prochain sur l'organisation de cette région. Donc nous allons délibérer au mois de juin prochain sur l'organisation. L'organisation qui est, comme je le souhaite, parallèle à celle de l'État. Et ça veut dire qu'il y aura des directions à Dijon, qu'il y aura des directions à Besançon et qu'elles seront parfaitement équilibrées. Je vais vous le dire, c'est pas clair. La plupart des directions, c'est absolument clair. Jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas trop communiquer dessus parce que nous étions en dialogue social. Et moi, je tiens à ce que le dialogue social, il soit franc et vrai. Ce dialogue social a eu lieu il y a 3 jours. La répartition, elle est effectivement celle que j'ai proposée. Beaucoup de directions opérationnelles à Besançon en miroir de celle de l'État, l'économie, la formation, les transitions professionnelles, la transition énergétique, les lycées, parce qu'il y a au niveau de l'État les directions, les services déconcentrés des ministères qui sont à Besançon. Il y a eu ce choix l'année dernière du gouvernement de mettre la DIREC, la DREAL, le rectorat coordonnateur à Besançon. Du coup,
À Dijon, nous avons d'autres directions, plus fonctionnelles qu'opérationnelles, les finances, les ressources humaines, mais aussi les transports, d'autant plus que Dijon est vraiment le nœud au niveau des transports et le ferroviaire, c'est très important, la culture, l'agriculture, le tourisme, tout cela va témoigner d'une recherche d'équilibre qui est celle que j'ai toujours voulu pour cette région. Et votre cabinet à Besançon. Et vous, physiquement? Oh ben alors moi physiquement je vais vous expliquer. Je suis 2 jours. Je suis 2 jours à Besançon, 2 jours à Dijon et en théorie le jour du milieu sur toute la région. Sauf que le jour du milieu il a tendance à déborder, ce dont je me félicite. Je suis plutôt 1 jour à Besançon, 1 jour à Dijon et le reste du temps sur le terrain. Vous avez entendu? Oui, à Dijon, ils se plaignent de ne pas vous voir. Ah ben écoutez, moi je les vois pas non plus, franchement. Se croiser si vous êtes Non, excusez-moi, mais franchement, je suis à Dijon de façon équilibrée à Besançon. Je couche d'ailleurs, excusez-moi, 2 fois par semaine à Dijon, où il y a la possibilité pour l'ensemble, de vos équipes, où il y a la possibilité pour l'ensemble des élus de la région de pouvoir profiter bénéficier d'un appartement qui est dans des locaux de la région. Il est ouvert aux élus qui bougent beaucoup, et effectivement, j'en profite. En général 2 fois par semaine. Donc vous démentez le fait d'être, ce que dénoncent certains élus, le fait que vous ne soyez jamais à Dijon. Ah non, ça alors là c'est archi. Mettez votre agenda en ligne, Madame la Présidente, comme tous les élus aujourd'hui le font dans des exécutifs. C'est juste la modernité et puis en plus la transparence. Sophie Montel, vous avez demandé la parole. Oui, parce que j'entends la réponse de la présidente de Marie-Guy Dufay. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en commission des finances, on a eu à travailler la semaine dernière sur un document qui effectivement n'était absolument pas finalisé. On nous a présenté un organigramme sans nous dire, bon, aujourd'hui vous apportez des précisions, sans nous dire exactement quelle était la répartition. Aujourd'hui chez nous. Je repartirai avec des informations fraîches. Votre premier vice-président, M. Neugnot, nous a juste expliqué 42% à Besançon, 58% à Dijon, c'est l'équilibre. Drôle de conception. Par rapport vous avouerez à la taille de la région, c'est l'équilibre. Oui, vous avouerez que c'est assez particulier. Mais encore une fois, vous avez voulu la fusion, et j'ai eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises. Vous en assumez aujourd'hui les désagréments et les numéros d'équilibristes qui vont avec. Dans cette recherche d'une organisation qui est extrêmement compliquée, je voudrais quand même tordre le cou à une idée reçue et à un commentaire que j'entends régulièrement, à savoir c'est panique à bord. Je peux vous dire qu'au niveau de l'administration, des 2 administrations, Bourgogne et Franche-Comté, il y a des interrogations légitimes. Nous sommes en train de les travailler. Mais il y a aussi une envie d'aller de l'avant, une appétence, une découverte mutuelle que pour faire face à des questions identiques, il y a eu des recherches de solutions différentes. Du coup, ça crée de l'émulation et de la stimulation. Il y a une vraie envie de travailler ensemble. Donc ça, moi, je le vois dans l'administration. Vous avez compliqué, ça marchait très bien la coopération entre la Bourgogne et la Franche-Comté. Il n'y avait pas besoin de fusion. Oui, non, on va peut-être pas revenir sur la fusion. On va pas refaire le match là. On va pas refaire le match. Il y a eu des fusions avec plus de régions, dans d'autres régions, de 2, 3, 4 régions, et aujourd'hui. Les choses sont en état de fonctionnement. Non, si vous parlez, et les services fonctionnent. Si vous parlez de la cale, si il y a un certain nombre de régions où ça ne fonctionne pas mieux qu'en Bourgogne-Franche-Comté. Si vous parlez de chiffres en même temps, on va rien entendre. Bourgogne-Franche-Comté est probablement une des régions les plus au clair et les plus en avance dans son organisation. Et ça, c'est grâce au travail de préfiguration que nous avions fait. Alors, vous avez fait votre choix. Vous allez proposer donc le 24 juin que ce soit Besançon qui soit le siège du conseil régional, de l'hôtel de région, alors que Dijon est la capitale régionale. Est-ce que c'est pas un peu ridicule finalement ce débat? C'est un peu comme si l'Élysée était à Paris, mais le gouvernement et l'Assemblée étaient à Lyon ou à Marseille. Est-ce que c'était pas plus logique de tout rassembler quand même sur un même site? C'est conforme à 2 choses. D'abord, j'allais d'abord dire conforme à l'équilibre que j'ai voulu et dont je vous ai parlé tout à l'heure, et effectivement conforme à la loi, puisque la loi dit elle-même qu'on ne peut pas mettre au même endroit la préfecture de région, le siège des assemblées et le siège de l'hôtel de région, sauf à aller chercher les 3/5 des voix de l'Assemblée. Ça prouve bien que la loi, elle a d'abord pris en compte cette nécessité d'équilibre dans les nouvelles régions fusionnées. Et regardez ce qui se passe en Normandie, où Rouen et Caen sont d'ailleurs un peu plus éloignés
que Besançon et Dijon, mais c'est un peu le même système, où Rouen est la préfecture, où Caen accueillera l'hôtel de région, et où même les assemblées seront au Havre. Moi, je suis partisane de cet équilibre. C'est un signe qui est envoyé et à Besançon, qui perd son statut de capitale régionale, qui perd son statut de préfecture de région, et c'est un signe qui est envoyé à l'ensemble du territoire, parce que s'il y a quelque chose que je veux absolument réussir pendant ce mandat, c'est la conjonction d'une grande région et d'une politique de proximité en territorialisant nos politiques, c'est-à-dire en allant au plus près des initiatives des uns et des autres. Et cela nécessite effectivement cet équilibre. Mesdames. Sophie Montel, vous allez voter pour? Ah mais ça paraît, je vois pas l'incohérence de votre contraire, c'est un vote politique. Je constate moi que Dijon a eu tendance à absorber énormément dans la fusion, c'est la capitale régionale, il y a la préfecture de région qui est à Dijon. Donc, à partir du moment où on augmente en plus la taxe sur les certificats d'immatriculation pour les francs-comtois, certes, c'est une mesure symbolique. Moi, j'aurai l'occasion d'ailleurs de le rappeler au mois de juin. Il y a quand même des sujets qui sont autrement plus graves que de savoir où sera le siège et l'Assemblée délibérante. À partir du moment où Dijon a déjà obtenu énormément de choses. On l'a vu, on l'a entendu tout à l'heure encore avec cette répartition 42-58% concernant les services. Moi, j'estime tout à fait logique que le siège institutionnel revienne à Besançon. Il n'y a rien qui me choque. Même si c'est une coquille vide, parce que les commissions permanentes... Pour parler de coquille vide, j'ai vu cette expression quand même. Quand je vous parle de 12 directions opérationnelles... Oui, mais les commissions vont se réunir à Dijon, les commissions permanentes aussi. Les commissions permanentes, c'est lié à l'Assemblée. Donc ça, c'est quand même plutôt du bon sens de faire venir les Iconais, les Nivernais, là au centre. En termes de géographie... Donc ce ne sera pas une coquille vide, vous me confirmez? Absolument pas. Et moi, je plaiderai surtout, et j'utiliserai toute mon énergie et la place qui est la mienne pour que Besançon et Dijon, qui n'ont jamais travaillé ensemble dans deux régions qui se tournaient le dos, puissent maintenant organiser. Je parle de la volonté politique des deux magistrats qui veulent mettre en place un pôle métropolitain. Je pousserai beaucoup à cette notion de pôle métropolitain pour que les initiatives prises notamment au niveau économique par les deux maires puissent effectivement se faire en synergie. Catherine Monnoyès. Oui, parce que moi je suis la seule représentante, en tout cas bourguignonne et dijonnaise aussi. Alors si vous voulez, je peux entendre tout ce que... Eric Sicot. Ah mais j'oublie pas Eric Sicot. Je suis Bourgogne et Franche-Comté, puisque nous sommes sur France 3. Bourgogne et France 3, Franche-Comté. On dise toutes les choses. En réalité, c'est l'exécutif politique qui va être basé à Besançon. Politique. Là où les choses se décident et se font. Et c'est pas simplement symbolique de la présence géographique. Ça va au-delà. Tous nos exécutifs ont lieu à Dijon. Oui, non mais d'accord. Dans les assemblées, dans la manière dont les choses sont faites et gérées au quotidien, les décisions politiques, les décisions importantes, elles vont être prises géographiquement à Besançon. Elles sont prises en collégialité. Et elles sont prises en collégialité dans votre bureau, ce qui est normal. Vous êtes la présidente d'un exécutif. Elles sont prises à Dijon. La deuxième chose, Madame Montel, il va falloir quand même que vous expliquiez à vos électeurs de ma région qui ont voté pour vos candidats. Je vous rappelle que les suffrages des élections régionales, laissez-moi terminer, vous savez, quand on sont vote des Front National, élections sur des listes départementales. Vous avez quand même eu l'habitude d'interrompre systématiquement. Non, vous êtes pas mal dans le genre. Ah aussi. non, je vous interromps pas. Si. Vous avez donc, par contre, quand ça vous convient pas, vous m'interrompez. On a été élus tous par rapport à notre représentation territoriale sur des listes départementales. C'est le scrutin des régionales. Et vous avez, vous, Madame Montel, pris la décision dogmatique, parce que je pense pas qu'il y ait une liberté de vote dans votre groupe politique, de voter certainement à 100% avec des élus bourguignons. Je trouve ça quand même vis-à-vis de votre électorat. On ne va pas voter de manière très cohérente. Non, parce que c'est une liberté de vote dans notre groupe. Vis-à-vis de votre électorat qui s'est prononcé sur des suffrages dans des territoires, d'expliquer qu'aujourd'hui vous considérez normal que l'exécutif soit ailleurs. Mais Madame, on va faire répondre Madame Montel. Il faut quand même que vous le sachiez. On va être sur un vote très politique et très dogmatique du Front National. Et on va se retrouver en réalité au mois de juin dans une union FN-PS qui est aujourd'hui des dispositions... Pas sûr que tout le PS vote... Madame PS, d'abord sur le vote FN-PS, je vais vous répondre tout de suite. En commission permanente, vos élus ont voté 99% des rapports présentés par les socialistes, ce qui n'est pas le cas des élus du Front National. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça, l'UMPS est une réalité. Alors sur le vote, vous m'expliquez que pendant les élections régionales, les électeurs qui se sont déplacés pour aller voter Front National
ont voté pour la motivation qui était de savoir que le Front National proposait tel ou tel siège. Mais vous rigolez, Ils ont voté Front National absolument pas pour ces raisons-là. Sur un territoire. Bon, continuez. Madame Vandriès, j'aimerais bien savoir comment va voter votre groupe Liberté politique. de vote, a priori. Liberté de vote. Ça veut dire que les Dijonnais vont voter contre et que... Il y aura certainement des positions. Je comprends l'attachement territorial. Ne soyons pas... soyons sérieux sur le sujet. Donc, je comprends l'attachement territorial. Par contre, la position, Madame Dufay, qui était quand même quelque chose qui était stratégiquement, je pense là, par contre, très anticipé, est annoncée au fil de l'eau. C'est ça qu'on reproche. Mais il y aura une liberté. Madame Dufay, je voudrais juste vous poser une... Il y a eu un débat. Il y a eu un débat au sein de la majorité, très important, où effectivement, il y avait... Un peu compliqué. Ce qu'on peut appeler cette fracture territoriale. Il y a eu débat. Ouais. Maintenant, les choses sont tranchées. Et elle sera soudée? Et ma majorité, elle est soudée autour de cette décision. Elle va voter derrière votre proposition? Elle va voter l'unanimité sur ce Mais choix. vous verrez le... On verra bien. Oh là là, le 24 En juin. tout cas, ce qu'on peut conclure, c'est que Madame Montel parle de résistance des première partie. Francs-Comtois par rapport aux Bourguignons. Madame Vandriès parle d'attachement territorial. C'est pas gagné d'être de la Bourgogne-Franche-Comté et les conseillers régionaux. Elle se construira petit à petit. Elle se construira petit à pas dans petit, les têtes, en tout effectivement. Elle se construira petit à petit. Donc on vous donne rendez-vous dans quelques minutes après le journal présenté par Clément Janin, qui donc vous présentera l'édition de la mi-journée en Franche-Comté. Vous aurez bien sûr aussi une édition en Bourgogne. On se retrouve après le journal en deuxième partie. Et puis vous avez bien compris, il faudra suivre attentivement la session du 24 juin où nous verrons comment voteront les uns et les autres justement sur cette histoire de siège du Conseil régional basé à Besançon. C'est une proposition de Marie-Guy Dufay et on verra comment réagiront les différents groupes. À tout de suite.